Ouais, à 2h30 du mat, je vais voir Élise, pour se réveiller, je la prends: «Allez, c'est parti», tac, après on arrive, là, il y a déjà, les copains qui arrivent, OK, c'est bientôt le départ, moi je filme un peu, c'est enfin, ouais, Ouais et puis l'énergie, c'était fou. c'était un truc que j'avais réfléchi, ouais, j'y pensais il y a quelques années. Ça s'est conscientisé, 6 mois avant et 4 jours avant, je les ai appelés, je leur ai dit: «Bon, OK, dans 4 jours là, faut être dispo» et ils ont tous répondu présent et il y a eu une synergie là qui s'est, orchestrée entre tout le monde et c'était incroyable, quoi et en fait, je pense que c'est ça qui me rend le plus fière dans ce projet-là parce que la performance, sportive, elle peut être très vraiment relativisée dans le sens où, bah, il y a pas grand monde Qu'ils tentent, qui donc c'est tente facile. ça, Oui, voilà. ouais, c'est Mais vrai. par contre, moi, je suis hyper fière dans le process de, ouais, tous les potes étaient là et se sont trop bien organisés et c'est comme si ça devait arriver, tu vois? Je sais Ouais. pas, ce jour-là, je sais pas, il y avait une énergie Ouais. vraiment particulière, c'était ouf, ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois deux femmes d'exception. Tout d'abord, Élise Poncet. Athlète spécialisée en course en montagne et ski alpiniste, elle est vice-championne du monde en 2019 puis championne de France en 2022. Mais plus récemment, elle a battu le record de l'ascension du Mont Blanc à ski avec un aller-retour entre l'église de Chamonix et le sommet en seulement 6h54 minutes et 47 secondes, soit 34 minutes de mieux que le précédent record. Avec elle, Mélanie Canac. Photographe et réalisatrice spécialisée en escalade et outdoor, elle a récemment réalisé un superbe documentaire, Alibaba, sur l'escalade féminine. On va donc parler montagne, alpinisme, mais pas que. On se retrouve au cœur de Chamonix, à la House of Mountains, un lieu éphémère imaginé par Iron et l'agence Fresh Touch pour célébrer la montagne et l'outdoor tout cet été. Donc, merci à Iron pour l'accueil et merci à la marque Arc'teryx sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Bonjour, je suis Mathilde Lenné et vous écoutez Le Moment. Le Moment, c'est le podcast qui explore les vies des icônes de l'outdoor au-delà de la performance. Je vous donne rendez-vous une fois par mois. Bonne écoute. Bonjour les filles, Bonjour. Salut Mathilde. ça va? Bah oui, fraîchement, un dimanche matin. Fraîchement, t'es sûre? Bah, du Pas coup, du il fait tout. hyper chaud. Pas du Il est 10h30, il fait hyper chaud. C'est clair. Je suis ravie de vous rencontrer toutes les deux ici à Chamonix. J'espère que vous êtes bien installées. Parce qu'on est parti pour une petite heure d'échange. Je le disais, donc on est à Chamonix, on est plus précisément à House of Mountain, qui est un lieu éphémère qui a été mis en place par Iron et Fresh Touch, l'agence de talent. Et comme en plus, voilà, le mix des deux, il n'y a pas meilleur endroit, je pense, pour parler de vous, de vos parcours, de la montagne et de ce qu'elle vous apporte et voilà, la place qu'elle prend dans vos vies perso et professionnelles. Donc, c'est pas un hasard si vous êtes toutes les deux là. Je crois que vous vous connaissez et j'aimerais bien que ce soit vous qui m'expliquiez comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez été amenés à être en face de nous, en face de moi aujourd'hui. Laquelle des deux? Eh ben, c'est dimanche matin, faut qu'on percute du coup. Je ne me souviens plus de la première fois où j'ai rencontré Mélanie. Je sais que c'est par amis interposés, Ouais. parce que voilà, c'est des petits milieux, l'escalade, la montagne, tout ça. Et je pense que c'était il y a quelques années, il y a quoi, 6-7 ans? Ouais, Quelque chose 6 comme ans. ça, je pense, dans une salle d'escalade ou au pied d'une falaise d'escalade. Ouais. Et ensuite, on a repris contact il y a peut-être 1 ou 2 ans et moi, j'avais vraiment l'envie de bosser avec elle parce qu'elle commençait la photo, la vidéo, et cetera. Et moi, sur mes projets, j'ai très envie de bosser avec des amis et je pense que ça on s'est recontactés comme ça. Et ensuite, il y a eu le projet, Mont Blanc et voilà et là, de plus en plus et c'est trop bien, les liens se renforcent et c'est trop chouette. Hyper contente. Ouais, tu bien résumé. Parfait. Je crois que c'est ça à peu près. Ouais. Voilà. Le rituel, dans le moment, c'est de commencer l'interview par une question, la même question pour tous nos invités. Et cette question, c'est d'arriver à identifier un moment de bascule, une décision clé, quelque chose qui était parfois un imprévu, qui fait que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et que si ça n'avait pas eu lieu, la vie aurait pu être complètement différente. Donc, est-ce que vous arrivez à définir ça? On va commencer par... Allez, Élise.
Moi, souvent, ça a vraiment été initié par des personnes clés que j'ai rencontrées à Mmh. des instants clés. Et j'ai juste un souvenir en tête. Moi, j'ai grandi à Paris, pour OK. recontextualiser. J'ai grandi à Paris et j'étais pas très scolaire. Et un jour, à l'école, je pense que c'était au lycée, en première, je rêvais déjà de montagne. Je savais que j'avais envie de faire ma vie en montagne, mais je savais pas. Voilà, j'étais toute seule un peu dans ce projet-là. Mes parents m'assistaient pas forcément dans ce projet-là parce que quitter la famille, etc., et vivre une vie complètement différente, c'était pas forcément quelque chose de commun. Et en fait, j'ai ma prof d'éco qui m'a dit, et pourtant j'étais pas très scolaire, vraiment, je savais pas dans quelles études j'allais aller. Et ma prof d'éco m'a dit, oui, Élise, je pense que là, il faut que tu prennes ta vie en main et je pense que tu as la force de caractère qui te permettra vraiment de créer la vie dont tu rêves. Et en fait, ça a vraiment fait clic dans ma vie, dans ma tête, et je me suis dit, j'avais 17 ans et je me suis dit, bah ok, je vais tout mettre en place pour aller faire ma vie en montagne et tout orchestrer autour de ça. Et je pense que ça a été vraiment un moment clé. Elle m'a vraiment donné confiance et j'ai lancé le process à ce moment-là. Ouais, Tu lui faisais confiance au point que ça fasse ce déclic en toi, ouais, parce cette que prof? ça a vraiment fait tilt en fait. Ouais. Comme je disais, j'étais pas scolaire et j'avais pas forcément tous les profs qui étaient derrière moi en Ouais. train de me pousser. Tu vois, ils me lançaient dans d'autres projets que ceux de la montagne. Puis alors à Paris, j'ai complètement déconnecté. Mmh. Personne comprend rien à ce milieu-là. Et elle m'a dit, mais allez, fais les choses en place, fais-toi confiance et tu vas y arriver. Tu as vraiment la force de caractère pour. Donc j'étais Canon. pas, Ouais. j'étais pas forcément, encore une fois, les capacités intellectuelles de faire des grandes prépas ou j'en sais rien, parce que voilà, j'étais un C'est petit pas peu forcément feignasse à l'intellectuel ou l'école. pas envie, c'est Mais pas justement, ouais, cette force de pas la caractère de mécanique dire, intellectuelle, ouais. bah t'as de l'audace, t'as du culot, allez, vas-y et tu vas y arriver, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est trop bien rétrospectivement, 10 ans après, de se dire, C'est ouais, clair. ok, on a réussi. Merci, merci madame. Vatiez, je crois, prof Merci d'éco. madame Ouais. Bathiez. Et toi, Mélanie? Alors moi, je dirais que j'étais dans un monde très, comment dire, très très différent dans Mmh. lequel j'étais, parce que j'ai fait des études de droit. Mmh. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans une collectivité territoriale dans les Hautes-Pyrénées. Et je me suis séparée de mon copain. Et de là, en fait, j'ai vécu une vie un peu à 300%. Et c'est là où je me suis dit on n'en a qu'une vie, il faut la vivre à 100%. Et c'est comme ça que... Et t'avais cette envie d'aller vers la réal, etc. ou Alors, pas la réal. La réal, ça c'est un peu Ouais. plus récent. Mais la photo dans l'escalade. Parce Ok. que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Ok. Et ouais, c'est comme ça que je me suis mis à T'as faire eu le besoin de te réinventer à ce moment-là et du coup, Ouais. t'as fait le virage. Après, j'ai le virage le plus marquant, on dirait que c'est quand j'ai quitté mon boulot en tant que j'étais assistante pour un syndicat d'apiculteurs. Et en fait, j'ai pris la décision d'arrêter et je me suis lancée à 100% en photo et voilà. T'as pris le risque. Voilà. T'as pris le culot. Ouais, j'ai pris le culot, pareil qu'Élise. Alors, on va continuer l'interview, accompagné par les cloches. Hein. Vous le disiez, on est dimanche matin, on est à Chamonix, on n'est pas très loin de l'église. Du coup, elles vont nous accompagner une partie de l'interview. On va rester focus. Et on va justement se refocaliser sur la montagne. Et j'aimerais bien que vous me partagiez, si vous y arrivez, votre premier souvenir marquant de contact avec la montagne. C'est peut-être pas le premier, mais vraiment le moment où vous vous êtes dit « Ouah, je suis bien là ». C'est quoi votre premier souvenir en montagne? Ouah, c'est difficile comme question parce que moi, ça m'a accompagnée depuis que je suis gamine. En fait, encore une fois, j'ai grandi à Paris, mais je passais vraiment toutes mes vacances en montagne et j'avais beaucoup d'influence de la montagne. Donc, j'ai vraiment grandi dans l'élément, on va dire. Donc, j'ai pas proprement de souvenirs marquants. Par contre, enfin, si, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'odeurs, je sais pas, de souvenirs d'enfance qui sont encore hyper ancrés en moi et c'est hyper intrinsèque. Donc, je pourrais pas te citer un événement marquant, mais par contre, je me rappelle de tellement de moments gamine et j'y pense encore vachement. Et je sais pas, quand mon grand-père me parlait des fleurs ou les odeurs et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup revenir dans plein d'endroits dans lesquels je suis allée gamine parce que c'est hyper imprimé chez moi et c'est hyper important. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à ta ça question. répond mais exactement à ma voilà. question parce que c'est pas forcément un moment, voilà, mais c'est une Ouais, période, c'est l'enfance. Ouais, c'est toute une enfance, ouais. Et toi? Alors, moi, si je définis la montagne, c'est différent de ce que j'ai vécu enfant. Enfant, j'étais donc à Millau, en Aveyron.
Et les montagnes qu'on a là-bas, c'est des plateaux et c'est pas des pics. Donc du coup, c'est, on va dire, moi, ma rencontre avec la montagne. Alpine, tu veux dire? Alpine. Ouais. C'est à Chamonix avec un très bon copain qui savait que je grimpais depuis longtemps et il a dit vas-y, je t'amène et tu vas découvrir ce que c'est. Et la première fois que j'ai mis les crampons, c'est juste incroyable. Et c'est quelque chose que tu gardes fort en toi, comme ouais. comme Élise. Tu te souviens de l'endroit et tu y repenses. Totalement. Ah, c'est canon. C'est une expérience marquante. Donc ça fait un peu peur. Moi, je suis sûre que c'était avec Alex. Oui, c'était avec Donc Alex. c'est le pote qu'on a en commun, Voilà, en fait. C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés, du coup, c'est hyper drôle. Ouais. La boucle est bouclée. Voilà. Et donc, toi, tu m'as parlé de souvenirs d'enfance. Toi, c'est un ami qui t'a emmené. Ouais. Donc, c'est qui sont les gens qui vous ont justement ancré dans la montagne? Parce que vous auriez pu justement ne pas en faire vos métiers. Est-ce qu'il y a des personnes particulières qui ont fait que vous êtes ancré dans cet univers? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était au fond de vous? Oui, moi, il y en a plus d'une. Hein. Ouh là là, j'en ai plein. À commencer par ma maman, qui était une grande grimpeuse. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu née dans l'escalade, un peu cette influence montagne, etc., avec un oncle aussi guide de haute montagne. Donc eux, forcément, ils ont eu leur impact dans tout ce processus-là. Et après, au fur et à mesure de mon chemin, j'ai rencontré plein de personnes clés, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec d'un point de vue... Donc là, je switch pas forcément montagne, mais côté trail running, performance, etc. On parle de la montagne au sens large. Ouais, pas voilà. forcément de la Mes course. profs de PS qui ont eu un impact énorme dans ma construction. Donc, pour pas hésiter, Fabien Combalusier et Xavier Garcin, que j'adore et que je remercie 1000 fois et je ne les oublierai jamais parce qu'ils ont eu un impact énorme. Et ensuite, quand moi, je me suis mise à la montagne, quand j'ai emménagé ici, il y a des gens clés. Donc, un ami qui s'appelle Clovis, par exemple, qui, lui, m'a vraiment donné confiance en moi et a conscientisé ce que j'avais tout au fond de moi. Donc, le rêve de vivre en montagne, de prendre de l'expérience, de peut-être envisager d'être... Peut-être, je sais pas, c'est pas encore arrivé, je suis dans le process, mais d'être guide de haute montagne un jour. Et c'est vraiment lui qui m'a donné cette confiance. Donc ça, c'est une personne très, très clé à mon process. Et puis, des gens que je rencontre encore en chemin. Donc, un ami proche, malheureusement, que j'ai perdu il y a pas très longtemps, mais Pascal Strapazon, qui a été aussi quelqu'un d'influent dans ce process-là. Voilà, enfin, il y a plein de personnes. C'est ponctué de plein de rencontres. Et sans ces personnes-là, j'en serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Et je les remercie du fond du cœur. Ouais. Et de ton côté, donc il y a Alex. Donc évidemment, il y a Alex qui a joué un grand jeu là-dedans. Qui a créé le coup de foudre avec les Alpes. Ouais, de fou. Puis après, avant, côté vraiment escalade, c'est les coachs, quand je faisais beaucoup d'escalade en compétition, qui m'ont beaucoup attirée à donner le meilleur de moi en me poussant à aller faire des choses... au-delà de juste grimper en salle et tout ça. Au-delà de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est jamais... Enfin, je trouve que c'est super important d'avoir ces référents-là, parce que tu as parlé de ta professeure tout à l'heure, et puis petit à petit, tu cites les gens, tu sens que c'est des gens qui t'ont poussé, et toi aussi, tu cites les gens qui t'ont poussé. Et je trouve que la montagne, c'est vraiment ça, c'est trouver des guides. Il y a même quelqu'un dont tu n'as pas parlé qui t'a beaucoup poussé, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais en vrai, je te jure qu'il y en a tellement. Et moi, je suis tellement dans le partage et tout. En fait, je fais aussi tout ça, le sport de haut niveau et la montagne, c'est pour partager. Si je le faisais seul, je le ferais pas. Hein. Clairement, ça n'a aucun intérêt. On se marre pas, c'est chiant. Bon, bref. Donc, du coup, j'en ai certainement oublié. Ouais. Non, on y reviendra. Et donc, aujourd'hui, on reviendra sur potentiellement peut-être quelques personnes. Moi, j'aurais voulu justement, avant de parler de choses peut-être un petit peu plus intérieures, etc., en tout cas de revenir à ça, parler un petit peu de votre parcours et de comment vous êtes arrivé, justement, on parle de passion depuis tout à l'heure, à en faire votre métier. Parce que toi, il y a eu ce moment de bascule où tu décides de te lancer dedans, mais est-ce que c'est facile d'y arriver? Et toi, tu étais plutôt doué, et comment on devient athlète pro? C'est quoi le déclic? Est-ce que c'est un sponsor? Est-ce que c'est un résultat sportif? Comment ça se passe tout ça? Tu commences, Mel, ou je commence? Il faut que je réfléchisse, vas-y. Ah, voilà. Okay, j'essaye. Comment je vis de la montagne? Ouais, non, ça a été hyper progressif en fait. Enfin, j'avais un plan plus ou moins conçu dans ma tête. Je savais que j'avais envie d'habiter en montagne. Je savais que j'avais vraiment envie d'être incorporée dans le milieu. Je suis tombée dans le haut niveau vers 18 ans à peu près. Donc ça s'est ajouté à un peu mon plan. Mais j'ai pris les étapes
les unes par les autres. Et en fait, si tu veux, donc j'étais à Paris, j'ai fait du haut niveau, je suis tombée dans le haut niveau, j'ai fait des études, j'ai bossé. Sauf que moi, je suis hyper active et j'aime beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de tout faire à la fois pendant un moment. Mais ça a bien marché en tant que tel. Je bossais dans mon domaine d'études, j'étais athlète de haut niveau. Qui était J'ai fait du STAPS, pardon, Ok. management Oh oui. du sport. Et j'ai bossé 7 ans avec, j'ai vu des super postes, c'était très bien. Mais j'étais athlète de haut niveau en plus. J'ai essayé de faire mes armes en montagne et mon expérience. Donc j'ai essayé d'allier ces 3 choses en même temps. Ça a assez bien marché jusqu'à ce que je conscientise vraiment l'idée d'avoir envie de m'investir plus dans le projet du guide, par exemple. Et là est venue l'opportunité de passer pro avec Artérix, justement, donc il y a 2-3 ans. C'est eux qui sont venus vers toi? Ouais, ça s'est fait par contact, etc. Mais oui, globalement, c'est des petits milieux, donc on sait quel profil, etc. Je ne vais pas te l'expliquer. Oui. Voilà. Et en fait, c'est tombé mais au point nommé parce que c'était vraiment le moment où j'arrivais plus, en fait, j'avais plus d'espace parce que je bossais et j'étais athlète à côté. Donc, si je voulais m'investir plus dans le guide, il fallait du temps aussi. Et du coup, c'est tombé parfaitement. Et j'avais aussi envie de progresser, moi, en performance pure, donc trail running. Et j'étais là, bon, bah parfait. J'ai juste été patiente et c'est arrivé. Mais j'avais jamais conscientisé le fait d'être absolument athlète professionnel parce que j'arrivais à faire du haut niveau quand je bossais en même temps. Mais sauf que là, voilà, j'avais envie de passer la bascule ou de donner plus d'importance à la montagne. Et ça s'est fait progressivement, naturellement. Et c'est hyper cool, quoi. J'ai pris l'opportunité avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu as juste à te focaliser sur tes entraînements et Ouais, sur tes c'est pas plannings juste- de compétition. Ouais, c'est pas juste, juste c'est pas ça, juste. parce que du coup, quand tu es dans un peu le process du guide, etc., ça prend. C'est comme Oui. si tu faisais des études, hein, c'est comme si tu étais en Ah bah oui, il y formation, a le donc guide ça prend par-dessus, ouais, pardon. énormément de temps. Et c'est pas hyper facile à lier quand même les deux, le haut niveau et ce projet en montagne. Mel, je pense que tu sais ce que c'est parce que Jules, son copain, est dans le même process que moi. Ouais. On a été au probatoire du guide ensemble d'ailleurs, donc c'est rigolo. Et ouais, non, ça prend du temps, c'est énergivore et tout ça, mais voilà, après c'est une question d'organisation, d'envie, de motivation, et je suis persuadée que c'est possible d'allier les deux, mais il faut bien scinder l'année, on va dire. Ouais. Et toi, du coup, tu as eu le temps de réfléchir? Ouais, du coup, si je résume la Ouais. question, c'est pour dire comment j'ai fait la bascule à me dire, ok, vas-y, Ouais. je me lance. Comment tu passes d'une passion et puis d'être athlète enfin une passion pour la photo et pour la montagne quelque part, Ouais. et de te dire bah tiens, même si tu vois là tu te lances, toi, tu l'as dit tout à l'heure, mais comment tu transformes en fait ça, parce qu'il y a essayé puis il y a transformé, surtout quand on est une femme, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices sur les Ouais. parois aujourd'hui, je crois. Donc Ouais. comment c'est quoi le cheminement? Le cheminement, c'est qu'en fait, moi, la photo, ça fait depuis toute petite que j'en fais. Au lycée, dès le lycée, je développais des photos, Ouais. tout ça. Donc j'avais déjà ce bagage. C'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, tac, j'y vais. C'est un processus aussi qui est un peu long, et je pense que le déclenchement, c'est effectivement quand je travaillais au syndicat apiculteur. Je donnais énormément pour cette association, pour ce syndicat, et je me disais, mais là je vis pas les choses que je voudrais vivre intensément, et j'ai préféré dire je passe à autre chose, et la photo c'est vraiment mon domaine, et je m'y mets à 100%, et je donne tout pour y arriver. Donc j'ai quitté le travail, j'ai été une petite période au chômage, et puis là à 200%, tous les contacts que j'avais depuis toute petite, du coup j'ai tout mis en route pour que ça fonctionne, en me disant je me lance, et puis voilà. Après, c'est le métier que je fais, c'est beaucoup un métier de réseau, donc faut l'entretenir, faire les événements. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, d'avoir été grimpeuse. Ça t'a, j'imagine, aidé à rentrer dans le milieu en disant voilà, je sais grimper, je sais faire de la photo, faites-moi confiance. Ouais, alors ça a énormément joué. Et après, en plus de grimpeuse, j'ai passé le cordiste pour pouvoir maniper sur les cordes et en même temps de faire les images, c'est mieux. Oui. Et après, tout le bagage grimpe, c'est important quand on fait de l'image pour vraiment avoir les moments clés de la réussite avec les mouvements qui vont bien. C'est... Voilà. De connaître le milieu dans lequel tu fais des photos, c'est mieux. Oui, et puis surtout qu'on ne se rend pas compte de la complexité de capter des images en montagne. Ouais. T'en parles, je crois, dans une espèce de un petit contenu que j'ai vu passer. Ah oui. Justement, tu dis, ok, il y a des belles photos, mais en fait, pour faire cette belle photo-là, il a fallu monter, s'accrocher, se mettre la tête en bas, façon de parler. Mais voilà, Ouais. c'est tout un exercice. Faut être vachement connecté à la montagne, en fait. Et puis, toi aussi, finalement, aussi bien pour être
guide que pour tout ce que tu peux faire, ton record, etc. Faut s'écouter soi, mais il faut écouter la montagne. Est-ce que justement, cette connexion-là, c'est quelque chose qui est important dans le métier que vous faites, c'est-à-dire être connecté aux valeurs, connecté aux risques et connecté à tout ce que la montagne peut apporter, mais aussi tous les risques qu'elle comprenne, en fait. Parce que quand tu te mets à risque, en fait, toi, quand tu fais tes contenus, Oui. toi, quand tu fais ton aller-retour, tu te mets à risque aussi. Est-ce que cette part de risque est intrinsèquement liée à l'attachement que vous avez à la pratique en montagne? Vous voyez ma question ou pas? Alors moi, j'adorerais pratiquer sans risque, hein. Ouais, bien sûr. Mais hélas, ça n'existe pas dans ce Bien domaine-là. sûr. Donc, en fait, c'est un long process pour apprendre à sans cesse réduire ces risques-là, Ouais. justement. En fait, tu apprends sans cesse à réduire parce que moi, en tout cas, je suis pas du tout OK avec l'idée de mourir en montagne, hein. Souvent, Ouais. on dit, non, mais je sais. Oui, OK, ça existe, mais comme dans plein d'univers ou d'environnements différents. Par contre, moi, j'ai envie d'avoir toutes les clés pour maîtriser ces sujets-là. Et que ce soit dans ma pratique perso ou pareil pour toi, en fait. Mais c'est pour ça que tu as passé le cordis, j'imagine. C'est que tu as envie d'être sécure, tu minimises les risques. On veut avoir tous les outils pour être en sécurité, quoi. Donc, ouais, c'est une composante indispensable à nos pratiques montagne. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Ouais, si, Mathilde. tout à fait. Après, ouais, le risque, on le minimise au maximum. Quand on prépare une journée de shooting, qu'on sait que ça va être exposé avec des conditions, machin, on prend la meilleure journée avec les personnes qui vont bien et avec tout le matos qu'il faut, quoi. Donc, Et vous vous êtes fait peur un jour? Il y a eu un moment où la montagne vous a dit ouais, ça arrive de temps en temps. Mm, Et donc, moi, j'essaye. Oui, tu parlais d'être connecté. Moi, j'essaye d'être vraiment connectée à déjà me connaître très bien, connaître mes capacités, mes limites. Voilà, je sais qu'en escalade, je grimpe tel niveau. Je sais que je te donne des exemples vraiment très Oui. concrets. En cascade de glace, j'ai pas un énorme niveau, j'ai pas une énorme expérience, donc je vais pas m'exposer à des trucs qui sont trop durs pour moi. Donc, il faut être hyper conscient de son niveau, hyper humble aussi. Et une des composantes, c'est vraiment passer du temps dans l'élément. La montagne, ça se crée pas comme ça. Tu deviens pas alpiniste ou quoi que ce soit en un claquement de doigts. C'est un process qui est hyper long et qui est hyper chouette parce que justement, t'apprends en fait. T'apprends et t'as pas de shortcut entre guillemets. Donc oui, non, faut être connecté. Et moi, j'apprends de plus en plus à faire confiance à mon feeling, tu vois. C'est pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs. J'ai passé donc tout l'été en montagne, là. C'était hyper cool, tout s'est bien passé. Mais la semaine dernière, j'ai eu une intuition hyper bizarre la veille d'aller faire... je voulais faire les Grandes Jorasses par l'arête Est, bref. Et la veille, en montant au bivouac, j'étais je sais pas, je le sens pas, trop bizarre et tout. Et le lendemain, on devait traverser un glacier. En fait, il y a eu un très mauvais regel. Il faisait très, très chaud, en fait, pendant la nuit. Donc, les crevasses n'étaient pas... étaient recouvertes de neige, mais donc... pas regelé, quoi. Et je me suis fait très très peur sur le glacier. Et là, j'ai fait à mon pote, oulala, ça va pas du tout, on est vraiment pas au bon endroit. Et en fait, on se casse de là. Donc, on s'est pris un but. Dans le jargon, on dit on s'est pris un but. Fait demi-tour. On a fait demi-tour. Et effectivement, la veille, j'avais vraiment cette intuition. Et j'étais, il y a un truc. Et faut vraiment s'écouter. Faut pas forcer. Je pense que quand tu as vraiment une mauvaise intuition, faut s'écouter. Et ok, là, tu regardes les risques objectifs. Ok, il n'y a pas eu de regel. Le glacier est ouvert. Allez, on s'en va. Et toi, Mélanie, est-ce que tu t'es déjà fait peur en paroi pendant un shooting ou même avant, hein, d'ailleurs? Oui. On se fait toujours. Non, mais une vraie grosse peur où tu t'es dit, là, il faut peut-être que je change la donne. Enfin voilà, un truc qui puisse avoir un déclic. Ça t'est déjà arrivé ou globalement, tu as bien anticipé à chaque fois, donc du coup... Non, il y a toujours des moments où on se fait peur. Enfin, en fait, les cailloux, quand ça tombe, c'est hyper effrayant. De là à vraiment mettre dans le mal, plutôt dans des situations, oui, où il y a des moments où on aurait mieux dit de ne pas être là à ce moment-là. Mais dans le cadre de shooting, non, ça m'est jamais arrivé. Donc à titre perso, et à titre perso, ouais, avec des incidents, ouais, ça arrive. Je sais pas s'il faut en parler. Vas-y, c'est le but. Le but, c'est de creuser. En gros, je faisais un canyon engagé en Sierra de Guara. Une copine, en début de canyon, se fait mal à la cheville. Et en fait, dans un canyon, à partir du moment où tu es engagé, tu peux pas remonter. C'est ça. Donc là, il fallait descendre tout le canyon. Et là, on avait... Avec elle. Qui marchait plus. Qui marchait quasiment plus. Et donc, il y avait quand même 8 heures de canyon à descendre. Ah oui, bah oui. Voilà, donc des moments, des rappels à passer, avec des marches dans des blocs, de la natation. Et en plus de ça, qui était compliqué, c'est que j'avais une combi sèche.
Donc ça veut dire que c'est complètement hermétique. Ouais. Et à partir du moment où tu es dedans, normalement tout va bien. Sauf que sur un toboggan, je me suis percé la combi sèche. L'eau a commencé à rentrer dedans et voilà. Cumule un petit peu. On a cumulé à la fois l'incident de ma copine qui s'est fait mal à la cheville et moi qui prenais l'eau dans ma combi sèche. Et vous étiez que 2 ? Et on était 4, mais nous 2, on était un peu les leaders du groupe. Et moi, j'ai dû gérer ma copine qui n'était plus du tout leaduse et moi qui étais en train de prendre une hypothermie dans le canyon. Et il fallait pas s'arrêter et c'était chaud. Ouais. Ok. Et ça me fait percuter juste. Mais en fait, on a vécu un truc ensemble, l'accident de ton copain en fait, en montagne. Oui, bah, là aussi, hypothermie. Bah oui, hypothermie, ouais. Ouais, on faisait une sortie de ski de rando ensemble et donc Jules, son copain, a fait une faute de quart en ski et s'est fait une fracture hélicoïdale du tibia. Et du coup, on a dû gérer le secours et c'était hyper galère parce que c'était en mois de janvier, je crois. Ouais. Et il faisait Quand tu dis gérer le secours, c'est en gros, gérer le secours dans le sens où il fallait le mettre en situation qui tombe pas en hypothermie, donc il fallait prendre soin de lui, etc. Et en fait, lui, il avait hyper mal en plus de ça, donc il était complètement en hypothermie, lui, pour le coup. Ouais. Et gérer le secours, donc appeler l'hélico, faire la jonction avec les secours, etc. L'hélico était pas dispo, donc il a mis 2h30 à venir. Donc nous, on commençait à tomber en état d'hypothermie aussi. Mais oui, j'ai complètement oublié ce sujet-là, mais c'est vrai que ça s'est arrivé et on était ensemble, ouais. Et ça a été, un sacré moment aussi en montagne quand même. Ça. Ouais. Toujours avec Alex, en fait, au final. Toujours avec Alex, ouais. Donc la montagne, elle nous donne des bonnes petites leçons. Et ça me fait penser à... Pour le coup, ça a pas mal tourné, mais c'est la petite angoisse à l'arrivée de ton record, où vous avez eu ce vent. Parce qu'en fait, quand tu dis c'était avec ton copain, etc., le côté où on est entre amis et où on s'embarque dans une aventure et il peut se passer des choses, quand tu racontes ton ascension, à un moment donné, tu t'es dit, mais je mets tout le monde à risque et à vouloir toujours partir avec mes potes, je mets mes potes à risque. Bon, après, même si c'est pas tes potes, t'as pas envie de mettre les gens à risque, mais il y a cette espèce d'affect qui fait que waouh. Ouais, tout à fait. En l'occurrence, là, c'était vraiment mes potes. Donc, mais oui, alors, on était. Si j'ai pris la décision d'y aller, c'est qu'on n'était pas non plus en danger de mort, et absolument pas, parce que là, t'es biaisé par l'affect que t'as par les gens, etc. Okay. Donc, j'ai essayé de prendre du recul et de me dire, non, c'est pas ok d'être avec eux, mais en tant que tel, s'il y avait eu vraiment trop de vent, j'aurais jamais pris la décision d'y aller, clairement, parce que je voulais pas les exposer. Mais par contre, il y a quand même eu ce truc où j'étais en suspense du début à la fin, parce que je me questionnais, est-ce que c'est bien que j'emmène mes potes ici ? S'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'était pas comme l'expérience du glacier, où là, j'étais vraiment, je pense, dans une situation très critique. Par contre, moi, j'étais hyper stress d'être avec mes potes là-haut, et je voulais vraiment rien qui leur arrive, non, c'était... Oui, parce que par rapport à la connaissance de toi dont tu parlais tout à l'heure, connaître ton niveau à toi, etc., là, tu t'es rajouté quelque part la pression complètement, d'avoir la responsabilité de eux, d'être là. Ouais, complètement. Et je me souviens très bien de cette image. On était du coup 4 avec Paul, Polo et Yann. Et on s'est posés tous les 4. Je les ai regardés. Je fais, bon, les gars, c'est OK, on y va ou pas ? Et c'était vraiment une décision collective de dire, OK, on tente. Et une fois que tu es engagé sur la tête, après tu fais pas demi-tour, tu peux plus trop. Mais c'était vraiment une décision collective. C'était pas du tout moi qui leur ai dit on y va au pouce ou quoi que ce soit. Au contraire, j'étais là, est-ce que tout le monde est ok ? Est-ce que personne n'a trop froid ou quoi que ce soit ? Sinon, on fait demi-tour ensemble et voilà quoi. La question, c'était parce qu'il y avait beaucoup de vent, hein, c'est ça sûr ? Ouais, il y avait 70 km/h de vent et il faisait moins 15 degrés. Ouais. Et moi, j'étais déjà en état de panique pour moi parce que j'avais hyper froid, j'avais onglet sur onglet, mais vraiment à en pleurer, c'était l'enfer. Donc je me disais, mais si eux ils sont dans le même état que moi, à la limite, bon, ok, je me gère, c'est moins grave, mais si eux ils sont dans le même état que moi, je veux vraiment m'assurer que tout est ok, quoi. Et ça me fait faire un parallèle par rapport à, en préparant l'interview et en sachant que donc tu avais fait ta proba de guide, je me suis renseignée sur les femmes guides à Chamonix notamment. Les chiffres sont assez intéressants, tu vas voir pourquoi je reparle des chiffres. C'est bref, il y a je crois, 33 femmes guides depuis la création du diplôme. Et aujourd'hui, sur l'effectif actuel, c'est 2%. Et il y a eu des études sociologiques, des choses qui ont été faites. Et tu vas voir, le lien, il arrive. C'est qu'en gros, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y ait si peu de femmes guides, au-delà du fait que c'est pas complètement dans les mœurs, c'est qu'il y a sans doute plein d'autres raisons... il y a le fait que d'être le premier de cordée, donc d'être celui qui prend la décision. Et tu viens d'insister sur le fait que c'est pas toi qui as pris la décision, c'est une décision collective. Un guide, il doit prendre la décision.
ce que tu as fait récemment là. Mais du coup, le côté, je suis une femme, je sais pas si c'est exactement ça. Je dois prendre la décision pour un groupe et encore plus pour mes proches en montagne. Est-ce que ça peut jouer sur le fait qu'on se lance pas à être guide quand on est femme ou qu'on se lance, voilà, bref, cette espèce de pression d'être le premier de cordée, d'être celui qui va guider le groupe, sécuriser le groupe, prendre le risque, prendre la décision. Je sais pas si c'est relatif au genre, ça. Ben, je tant te que pose la tel, question parce que c'est ce qui enfin, ressemble ressortir des... Bah, en tout cas, moi, dans ma pratique montagne, à mesure que je pratique, déjà, je pratique avec des amis. Enfin, globalement, je fais le choix de vraiment pratiquer avec des gens de confiance, avec qui j'ai des super relations. Et qui me mettent en confiance aussi et qui me permettent d'avoir cette assise et ce lead de dire bah, je prends la décision. Et généralement, dans le groupe, c'est un peu moi la plus craintive parce que oui, je fais attention à mon intuition, etc. Donc, c'est plutôt moi qui vais dire là, on fait demi-tour ou quoi que ce soit. Donc, t'as aucun problème à dire no go. Ah ouais, non, parce que vraiment, j'ai envie de minimiser le risque, même si le risque zéro n'existe pas. Donc, je sais pas si, pour ma part, c'est lié voilà, non, c'est pas forcément mon point de vue, mais ouais. c'est ce que des sociologues ont pu Ouais. trouver comme explication en se questionnant justement sur pourquoi aussi peu de femmes, au-delà du fait que, historiquement, on les a pas forcément poussées de ouf à le faire. Et oui, On je faisait pense surtout que en c'est ça. sorte qu'elles connaissent un peu la montagne pour dire Ouais. ah ben, je comprends le métier de mon mari, mais on les a pas Ouais. poussées à être les guides, à être celles qui quittaient la maison pour guider les gens en montagne. Bah ouais, justement. Mais si les femmes, elles prennent pas le devant, après, jamais elles les prennent. Oui, bien Donc, faut sûr. y aller, quoi. Bien sûr. Mais je trouve quand même que en tant que femme, on a un instinct. Enfin, quand tu es amenée à être mère ou pas, ou j'en sais rien, mais tu as quand même un instinct où tu dois prendre des décisions, quoi. Enfin, et je pense que c'est quand même vachement ancré en nous. Après, il faut savoir le développer via plusieurs leviers, hein, ta construction personnelle, les gens que tu rencontres, les gens qui te donnent confiance, ta confiance en soi. Mais je pense que c'est vraiment ancré en nous, cette capacité à prendre des super décisions, anticiper et voilà, quoi. Où il n'y a pas de doute à l'intérieur. Ouais. Ouais. En Faut plus- juste, je sais pas, s'ouvrir un peu. Enfin, Ouais. ouvrir ce côté-là de nous, ouais. Se faire confiance. Carrément. Et donc, je parlais de ta proba guide, qui ne s'est pas transformée cette année. Bah, mais on est sur Et non, la on ne peut pas montagne, gagner n'a à pas chaque voulu. Donc, est-ce que c'est une leçon de la montagne? Est-ce que c'est une autre forme de leçon sur qu'est-ce qui a fait la diff, d'après toi, et qu'est-ce qu'il va falloir faire différemment? Ça a été une leçon. Ouais, en fait, ça a été une super leçon, rétrospectivement. Bon, j'ai eu 48 heures de déprime extrême. Oui, j'imagine. Ouais. J'étais vraiment dans mon lit en train de pleurer, genre non, mais là, j'y crois pas. Oh, En plus, mais j'ai non. vraiment fait sur une erreur très, très stupide. C'est de ma faute, voilà. C'est-à-dire Euh, Enfin, si tu... Ouais, tout à fait. Ouais, non, en fait, donc il y a deux probatoires. Il y a un probatoire hivernal et estival. Donc j'avais eu l'hivernal et l'estival, c'est 4 jours de test avec première journée la course d'orientation, deuxième journée le terrain varié, donc c'est sauter de bloc en bloc, troisième journée escalade et quatrième cascade de glace ou cramponnage, on va dire plutôt. Et donc moi, la course d'orientation, c'est censé être le truc que je maîtrise le plus, n'est-ce pas? Parce que je cours à côté, c'est quand même mon métier et mon truc que je maîtrise le plus. Et je me suis plantée là-dessus, sur une balise. J'ai poinçonné la mauvaise balise. Alors que vraiment, je vous jure, sans déconner, je suis forte en CO normalement. Mais bref, j'ai eu ce qu'on appelle une viscosité mentale, je pense. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, je n'ai pas eu, donc tu te fais éliminer dès le premier jour. Ouais. Et t'as pas le droit d'aller aux autres épreuves. Donc après, c'est rendez-vous dans un an. Et voilà. Donc j'ai fait vraiment... C'est qu'il fallait pas que ça arrive cette année. Enfin, je sais pas, vu que tu maîtrises autant le sujet. En réalité, C'est un acte manqué. rétrospectivement, ouais, je pense, c'est un acte manqué réellement. Alors, j'étais préparée, j'avais fait une prépa, genre vraiment de 3 mois consciencieuse, etc., où j'avais mis le trail running de côté et je m'étais vraiment investie dedans. D'ailleurs, je pense que je m'étais jamais autant investie dans un projet consciencieusement. Par contre, mon background montagne, si tu veux, je pense que je manquais un chouïa d'expérience sur juste certaines disciplines. Et là, en 2-3 mois, donc après le proba où j'ai vraiment passé l'été en montagne, je me suis vraiment sentie progresser. Je me suis dit, ah là, je me sens vraiment encore mieux qu'il y a un an, quoi. Et je me sens vraiment encore plus assise et encore plus OK avec ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Et donc, je pense que ça m'a vraiment laissé cet été le temps de réfléchir et me dire, ah, je sais où je veux aller. Et en fait, je me sens bien, j'ai les capacités. Donc, ça m'a renforcé cette idée-là et je pense que j'arriverai encore plus... C'est pas sereine, hein, parce que c'est extrêmement stressant, cet examen. Mais avec plus d'assises et plus d'expérience, en fait, tout simplement, parce que c'est que de l'expérience, encore une fois, la montagne. Donc, non, c'est... Et puis, il y a rien acheté dans toute cette prépa, en fait. J'ai que pris de l'expérience, j'ai que progressé dans tous les différents domaines. Mel, tu le connais, tu m'as vu grimper et tout. Enfin, bon, voilà, j'ai progressé et c'est hyper grisant. Donc, rien de perdu dans tout ça. Et c'était la première fois que j'échouais aussi fort sur un objectif. Jusque-là, tout a assez bien réussi.
Donc c'est intéressant aussi de se confronter à l'échec et de savoir comment tu le prends, ce que tu en tires et comment toi tu réagis par rapport à ça. Personnellement, en fait, c'est hyper intéressant aussi. Donc non, c'est OK maintenant, c'est fine et je suis complètement motivée pour l'année prochaine. Parfait. Toi, par rapport à ça, est-ce que, je sais pas, par exemple, quand tu passes ton cordiste, est-ce qu'il y a ce genre de... Ah, il y a de la pression, ouais. Ouais. Bah, il faut connaître bien ses nœuds. Et puis le jour de l'examen, faut être au taquet. Hein. Puis il y a c'est de la pression à gérer. Et ouais, voilà. Après, là, ce qui est compliqué quand même pour le guide, c'est que t'as en plus de la pression, on va dire, de l'épreuve, mais tu as une pression qui est extérieure avec, je sais pas, entre les candidats, les formateurs, toute l'organisation qui est autour, où c'est lourd. Hein. Il y a un truc un C'est peu vrai. officiel. Il y a quelque chose de très officiel. Je pense que voilà, c'est pas juste acquérir une compétence Non, et avoir ouais. l'agrégation, on va dire, pour Ouais. dire je peux faire ça, donc je peux grimper et prendre des photos. Ouais. Il y a le côté après, je crois qu'ils ont eu leur diplôme ce week-end, le week-end dernier. En fait, là, il y avait une dernière cérémonie. épreuve de test, Ouais. là, en tout cas pour les probatteux de cette année. Donc c'était la semaine montagne et là, ils viennent tous de sortir hier, du coup. Ouais, c'est ça, il me semble. Donc là, maintenant, dans 2 semaines, ils rentrent en formation. Donc, ils vont faire l'UF1 au mois de septembre. Et là, ça y est, ils sont lancés dans le process. Enfin, mais ça a été vraiment des moments hyper stressants pour eux. Ouais. Même encore cette dernière semaine où tu es constamment évalué. Et même pendant la formation, tu restes quand même tout le temps évalué. Donc, il faut être accroché nerveusement. Il faut être bien dans ses pompes. Et il faut avoir du courage. Mais comme n'importe quelles études, là, on compare ça parfois. Alors, c'est complètement un autre domaine. Mais par exemple, les études de médecine, bon, là, c'est plus sur l'intellect. Nous, on est dans l'intellect du corps, si tu veux, différent. Mais tu fais des prépas pour préparer ton concours médecine, c'est hyper stressant, tu bachotes, et voilà, c'est ça, et tu dois être vraiment à 100% dans le process et dans la dynamique pour y arriver, quoi. Mais c'est pour ça que c'est comme si tu faisais des études, quoi. Faut se former. Exactement. Non, mais c'est marrant parce qu'en vous écoutant, en t'écoutant, je me dis que finalement, il y a la montagne, voilà, tu l'as pas eu, c'était un acte manqué, c'était voulu, c'est comme une leçon pour mieux avancer. Il y a aussi des moments où la montagne, quand tu t'y retrouves, tu trouves des solutions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations bloquées et finalement d'aller en pleine nature, que ce soit pour courir, pour quoi que ce soit, hein, alpinisme ou grimpe, où la montagne vous a apporté des solutions? Oui, moi, elle m'apporte des solutions dans mon quotidien. En fait, j'y dédie ma vie. En fait, c'est mon épanouissement. Tu réfléchis mieux en montagne? Non, pas forcément. non, justement, je crois que je coupe mes pensées en montagne. C'est bien mieux comme ça. Non, je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup de choses et quand je fais rien, justement, ça va pas du tout. Donc, donc, du coup, être en montagne, justement, c'est ça qui est trop bien, c'est être dans l'élément, être en mouvement et tu dois penser qu'à ce que tu as à faire, en fait. Ouais. Justement, tu peux pas trop avoir l'espace de ces pensées négatives et notamment en escalade, justement, je trouve, c'est le sport génial pour ça où tu es obligé d'être dans le moment présent. Tu ne peux pas penser à autre chose. Enfin, si tu penses à autre chose, tu tombes. Bon, en vrai, en escalade, tu meurs pas. Si tu tombes, c'est OK, tu peux tomber. Mais je veux dire, si tu veux être performant, etc., tu dois vraiment être concentré sur ce que tu as à faire. À l'inverse du trail running, par exemple, où ça mouline sans cesse, quoi. Et c'est pour ça que j'adore aller en montagne, c'est parce que tu as plein de choses à penser. Tu dois considérer donc tes techniques de corde, ce que tu dois mettre en place, les protections que tu mets, quel temps il va faire, l'itinéraire. Et donc, tu es ultra concentré. Et moi, j'adore parce que ça me pose énormément, ça me calme énormément parce que ça turbine dans ma tête. Justement, c'est marrant, transition toute trouvée. C'est parce que vous avez pas du tout le même caractère, hein, on le sent bien. Mais il y a très bien, tu vois. Donc j'imagine. Mais il y a quand même une forme de défi et d'intensité dans vos pratiques. Toi, il y a un volume en plus, je pense, qu'on a une espèce de diversité, de multiplicité. Donc on peut se demander, de dire pourquoi qu'est-ce qui fait que tu as besoin de faire autant de choses avec une telle intensité? C'est une psychanalyse, en fait. Voilà, bonsoir. Allongez-vous. J'étais assise. Je voulais pas trop que ça se voit, donc je t'ai pas mis sur une... sur un divan. Voilà, donc je pose la question à Mélanie, je te laisse réfléchir. Non, toi, il y a beaucoup de défis. Il y a un côté très intense quand même, malgré tout. Quand tu dois passer, je sais pas, faire 240 mètres en 8+, pour faire un film, par exemple. Ouais. Alibaba, pour ne pas le citer. C'est quand même un engagement qui est fort. Qu'est-ce
J'imagine que ça te nourrit aussi, ça, c'est pas juste le kiff d'aller prendre une photo. Ouais, bien sûr. Moi, ce qui m'attire le plus, c'est toute la verticalité. Ouais. En fait, le rocher, les lignes de fuite, les lumières qui changent dans la journée, ça, c'est ultra attirant. Mais après, ce que tu demandais, c'était... Non, mais justement, qu'est-ce qui fait que c'est quoi le moteur qui fait que, que tu aimes te mettre dans le dur quelque part? Parce que dormir en pleine paroi pour avoir les bonnes lumières à la bonne heure, dans des positions pas forcément toujours très confortables, c'est quand même un métier tu pourrais être photographe de mariage, je veux dire. Enfin, voilà, oui, c'est vrai. Il y a des très belles lumières aussi, des émotions. Non, effectivement, c'est vraiment... je fais exprès. C'est vraiment la verticalité, me mettre le cul dans le vide, c'est là où je me sens bien, quoi. Je me sens vivre. C'est ça. Et puis je pense qu'on peut un peu... corréler un peu les deux. Moi, tu vois, le projet du Mont Blanc, ça a été un projet que j'ai mené... en fait, je pense que pour toi, le film Alibaba, c'était un projet que tu as mené du début à la fin. Pas que juste prendre la photo ou quoi que ce soit, tu vois. C'était juste, tu t'es fait confiance de te dire... je mène le projet du début à la fin, je vais me démerder pour... tu vas le raconter, mais... les financements, tout ça, et j'ai l'impression que ça t'a vachement donné de l'assise, et c'est ouf. Enfin, moi, je suis hyper fière de toi sur ce projet, parce que t'as mené un énorme projet. Enfin, t'as fait un film, quoi. Oui, t'es pas juste celle qui est derrière la caméra. Tu Ouais, l'as produit, t'as tout porté. Ouais, du coup, c'est un chantier, hein, faire un film. On se rend pas compte, enfin, je me rendais pas compte. Et puis, quand je m'y suis mis, j'ai découvert en même temps. Je me suis fait accompagner par des amis. Mais produire un film avec peu d'argent, encore plus. Mais hyper enrichissant. Et je suis allée faire des interviews, poser des questions à des personnes qui ont équipé la voix, qui sont allées dans la voix. Je suis allée re-rencontrer les filles quand elles sont retournées. Enfin, pas quand elles sont retournées, quand elles ont fait la voix. Et un an après, je suis allée les interroger. C'est hyper intéressant de mener des interviews. C'était à ma place. T'allais chercher dans leur tête. Ouais. Non, c'est passionnant. Et hyper satisfaisant quand il y a un résultat à la fin. Ouais. C'est chouette. Ouais, on sent la fierté là. T'as les yeux qui brillent quand on parle, c'est cool. Et elle croit qu'on l'a oublié, Élise, avec pourquoi tu fais autant de choses. T'étais censée réfléchir. Hein, ouais. Ce qui te vient, et puis on n'est pas obligé de... Non, mais pourquoi? Mais je sais pas, je suis comme ça en fait. Il n'y a aucune voilà. logique là-dedans. Hein. En fait, je fais ce que j'aime faire, et encore une fois, être athlète de haut niveau, faire de la montagne à côté, oui, il y a bien des gens qui m'ont dit que c'était pas la meilleure solution. Mais en fait, moi, c'est mon équilibre, c'est ce que j'aime faire. Donc, je le fais, et quitte à pas être à 100% tout le temps dans le haut niveau ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça m'épanouit. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi permis de performer parfois. Il y a des fois où je me plante, c'est OK, ça fait partie du process. Mais pour rien au monde, j'arrêterais ça, en fait. Enfin, c'est pas possible, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, il n'y a pas de plan? Un petit peu de plus en plus, je crois. Il y a quand même... Initialement, il y a un gros plan un peu global, et je navigue un peu entre ça. Mais voilà, j'ai pas suivi, je pense, un peu les codes traditionnels du haut niveau ou tout ça. Mais moi, c'est marrant, parce que maintenant, j'arrive... je vais avoir 30 ans bientôt, et... j'apprends vraiment à me connaître, et rétrospectivement, je me dis, oui, mais c'est marrant, parce que les gens qui ont voulu m'empêcher de faire ça, en fait, oui, mais non. Mais non, mais enfin... Il y a des gens qui m'ont vachement donné confiance, et c'est trop bien, ils m'ont poussé dans ce process, mais tu as aussi plein de gens qui me disent mais non, il faut que tu te focuses à 100% là-dedans, tu peux pas tout faire. Si, mais bien sûr que si, mais faut se connaître, et on n'a pas tous la même recette pour performer ou pour atteindre nos objectifs. Elle n'est pas la même pour tout le monde, et d'où l'importance de vraiment, vraiment bien se connaître et se faire un peu confiance. Même si parfois, ça passe par, pour se connaître, faut mettre les doigts dans la prise, hein, comme les gamins, quoi. Donc oui, donc l'hyperactivité, je sais pas, c'est un peu de naissance, quoi. Mais tu te fais quand même accompagner pour justement cadrer un petit peu tout ça. Ah, bien sûr, ouais. Ouais, non, oui. Oui, non, je me fais vachement accompagner, et aussi parce que j'ai envie de mettre du sens dans le process. Encore une fois, je fais tout ça parce que je le partage avec des amis, et pour moi, c'est hyper important d'avoir une équipe autour de moi pour me cadrer aussi, mais aussi pour partager des moments. Donc, j'ai un coach, j'ai tout un staff médical avec qui je bosse depuis des années. Hyper chouette. Prep mentale, j'ai bossé, je bosse un peu moins, mais j'y reviendrai l'année prochaine pour le proba, je pense, n'est-ce pas, pour pas avoir de petites pannes mentales comme j'ai eu. Mais oui, non, hyper important dans le process, parce que
parce qu'on fait des choses qui induisent quand même pas mal de pression, hein, mine de rien. On met pas mal de pression sur notre corps, mentalement, et plus tu te mets d'objectifs, plus tu as besoin d'ingurgiter toute cette pression. Donc non, c'est important d'être accompagné, ouais. Clairement. Et d'ailleurs, toi, le point qu'on n'a pas abordé sur Alibaba, c'est que justement, pour ces tournages un petit peu exigeants, il y avait, en plus de tout le reste à penser, une prépa physique que tu as dû avoir pour être sûr d'être à la hauteur le moment venu. Bah ouais, Tu t'es ouais. rajouté ça ou comme Ouais. tu étais souvent sur les voies, ça suffisait? Non, ça suffisait pas. Ça suffisait Ouais, pas, ouais. ouais. Clairement, je me suis préparée. Bah, en fait, comme moi, je remontais que sur corde, c'était facile, c'était des tractions à faire. Ouais. Mais Facile. Des tractions, facile, bien sûr. des tractions. Enfin, en termes d'entraînement. Super ça. Vas-y, voyons. Non, Donc pardon. des tractions. Et après, je savais que c'était compliqué. Je savais l'ampleur du projet. Mhm. Malgré l'entraînement, ça a été très dur, hein. Ouais. Ouais. Ouais, on avait des énormes sacs. Il y a quand même 2 heures de marche d'approche. On a fait 2 allers-retours pour amener les sacs en bas de paroi. Puis après, les sacs, fallait les hisser. Donc les sacs qui pèsent à peu près 150 kilos, bah, il y a 300 mètres à les faire monter. Et puis voilà. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu. Mais après, on adapte, on trouve des petites astuces et tout. Ouais. Faut être maline, quoi. Faut être maline. Ça, c'est bien. Ouais, c'est peut-être ça qu'on a en plus. Pardon, excusez-moi, je deviens complètement misogyne à l'inverse, mais n'importe quoi. Et juste petite parenthèse, parce que tu parlais justement qu'il fallait te cadrer, qu'il fallait te former toi aussi. Le fait d'avancer en compétition, d'avoir les sponsors derrière aussi, ce cadrage, il est nécessaire aussi pour toi pour bien arbitrer, pour justement laisser la bonne place au guide, la bonne place à la compétition sur les différentes pratiques, sur les différentes saisons, en fonction de ce sur quoi tu te focalises. Est-ce que ça met une pression supplémentaire et est-ce que tu as le sentiment qu'il faut que tu montes toujours plus haut? Le record, je pense que c'est pas pour ça que tu as été le chercher, mais il y a quand même un peu ça derrière de... ils vont toujours, enfin, sur les courses, ça va toujours plus vite. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te pèse et que tu ressens dans ta façon de t'entraîner? Le fait de devoir augmenter toujours un petit peu plus le niveau pour rester... Bon, je sais pas si ça me met de la pression en plus. Par contre, c'est un constat et ça, c'est réel. Dans le trail running, l'environnement, il évolue hyper rapidement là depuis 5 ans. Ouais, C'est c'est ça, lunaire. je Moi, veux ça fait 10-12 ans que je suis dans le milieu, à l'époque. Oui, ça a beaucoup plus Non, ces mais dernières ça, années, là, on en est 5 d'accord. ans, c'est incroyable comme ça a évolué. Et donc, avec ça se professionnalise, donc financièrement, professionnellement, tout ce que tu veux, mais aussi d'un point de vue de technique d'entraînement. Maintenant, c'est les temps d'altitude. Non, les temps en hypoxie. Voilà. Maintenant, ils s'entraînent sur les home trainers avec une combinaison pour l'acclimatation à la chaleur. Enfin, des trucs, ça n'existait pas du tout avant. Et moi, ça me fait un peu peur parce que je vais pas aller là-dedans, en fait. Je vais pas aller là-dedans. Je vais pousser certains curseurs que j'accepte de pousser. Bien sûr, l'objectif, c'est quand même de performer toujours. Mais je pense pas que j'irai là-dedans, donc ça me met une pression. Après, encore une fois, je me fais un peu confiance. Je me dis que si je bosse bien avec mes outils, comme j'ai l'habitude de le faire, ça marchera. Et ça a encore marché, tu vois, j'ai encore performé. Alors cette année, j'ai mis vraiment le trail de côté, mais sur le Mont Blanc, j'ai encore performé. Je me suis fait confiance sans révolutionner ma manière de m'entraîner, donc c'était OK. Et encore l'année dernière, tu vois, j'avais fait 5e au championnat d'Europe sur un format qui ne me convenait pas du tout. C'était une montée sèche et je me suis complètement surprise et j'étais en fait, moi, je suis encore là, c'est cool. Et je voulais revenir à ça. Je pense que une des clés de la performance, c'est vraiment d'être plus tu es une personne épanouie, plus tu es un athlète épanoui. Et ça, c'est le nerf de la guerre quand tu es athlète. Et C'était là pour la bonne raison, en fait. C'était là pour la bonne raison, si tu as du sens dans ce que tu fais, etc. Et bon, après, si tu as beau mettre tout ce que tu veux en place autour de toi, t'entraîner toujours plus, machin, mais si t'es pas bien câblé dans tes pompes et t'aimes pas ce que tu fais, déjà, ça marchera pas. Et à l'inverse, j'ose espérer que pour moi, si je fais tout ce que j'aime et que j'optimise pas tout, je serai pas trop mauvaise. Enfin, j'espère. Voilà. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Après, cet été, tu vois, je te donne l'exemple de cet été. Donc, il y a eu le record du Mont Blanc, c'est très bien. J'ai super bien performé, c'était top. Par contre, j'ai quand même loupé le Proba. Une semaine après, vraiment, je tiens à le dire parce que c'est important. Je voulais quand même essayer de faire une saison de trail en même temps que le Proba. Et là, j'ai mis les doigts dans la prise cet été. Je me suis rendu compte que c'était pas possible de tout faire. Enfin, je pense que c'est possible de tout faire si j'organise bien mon année avec quelques mois pour souffler et quelques mois de priorisation. Là, je suis allée une semaine après à la qualif aux mondiaux où je me suis royalement plantée.
parce que je pense que j'avais usé tout mon capital mental aussi et même physique. Tu peux pas passer de courir à 8 à 10 fois par semaine, performer, OK, et 2 fois par semaine quand j'étais dans ma prépa probatoire. Et c'est OK. Enfin, j'ai juste dit: «Bon, bah, OK, en fait, il faut juste que j'organise mieux et pas que je fasse les choses en même temps». Donc tu vois, même après 10 ans, je continue d'apprendre et c'est cool. Donc l'année prochaine, j'organiserai autrement. Je me dirais: «Bah, là, non, je ferai pas de trail l'été, j'en ferai peut-être» et l'avantage du trail running, c'est que maintenant, on a des courses sur toute l'année. Il y a pas de pause. Non. Donc impeccable. Jusqu'à là, je vais faire une saison, en fait, en automne. Nickel. Et voilà. Et tu disais justement, tu as beaucoup dit depuis 10 ans, etc. Tu as 30 ans cette année. Toi, tu as l'impression que tu es encore au début ou que tu vas commencer, ou que tu regardes dans le rétro parce qu'il y a les jeunettes qui arrivent derrière. les vraies jeunettes, parce que tu restes jeune. Ça fait un petit moment que les jeunettes un peu viennent et tout, mais par contre, non, je me suis mis. Alors, je sais que je vais pas faire une longue carrière parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de passer à d'autres chapitres de ma vie. Peut-être que le haut niveau, ça a toujours été un pourcentage entre faire du haut niveau et la montagne. Avant, c'était 80% et 20% de montagne. Maintenant, la courbe s'inverse et je pense que ça va être progressif dans ce sens-là. Et je suis hyper contente de ça. Tu vois, je les admire vachement, hein, les Ludo Pommeret et tout, mais moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait à 50 balais. Mais parce qu'il a commencé plus tard aussi, et c'est OK. Moi, j'ai commencé au final à 18 ans. C'est pas la même en fait. génération du tout. Ouais, c'est des générations. Moi, j'ai commencé tôt, donc juste je m'arrête plus tôt, c'est tout. Et mais à l'inverse, tu vois, en équipe de France, par exemple, là, on a enfin, là, je suis pas qualifiée cette année, mais en tout cas, les autres années où j'y étais, l'année dernière, on a une mixité générationnelle incroyable. Tu vois, moi, je suis en équipe de France avec Christelle Deval, donc, qui est record woman du monde de kilomètres vertical, qui est une absolue, comme on dit, une mutante absolue en montée sèche. C'est vraiment physiquement, physiologiquement, elle est incroyable. Et elle a 42 balais, tu vois. Et dans la même équipe, on avait Nelly Clément, qui a 21 ans, toute fraîche, je pense, hyper jeune. Et donc, non, je crois pas que ce soit. Enfin, j'ai jamais eu de complexe par rapport à l'âge. Ouais, non, bien, voilà. Non, parce que tu évolues avec des nanas comme ça, comme Christelle, qui sont lunaires, hyper fortes et à plus de 40 balais, quoi. Donc. Ce que tu nous disais avant qu'on attaque l'échange, que typiquement une Hilary Girardi, elle te dit: ah, mais toi, t'es jeune. Ouais, moi, je suis pas jeune. Elle a même pas 40 ans. Ouais, bah, typiquement Hilary, tu vois, en plus, dans sa tête, elle est hyper jeune en tant que telle, donc c'est hyper cool. Enfin, on voit pas du tout la différence. Bien sûr. Mais par contre, pareil, elle a commencé en fait à mon âge en fait. Donc du coup, on parle de trucs différents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle me dit: mais Alice, t'as trop de chance. Je dis: mais pas du tout. Enfin, je veux dire, toi aussi, et tu peux encore faire plein de trucs. Et elle a fait plein de trucs. Et elle refera encore. Je la connais. Elle est créative, une année de dingue. De fou, et elle est géniale, elle est hyper talentueuse. Donc elle fera encore plein de choses. Mais ouais, c'est marrant. Au final, moi, je m'inspire des nanas comme ça. Tu vois, les filles qui ont plus d'expérience, c'est juste hyper inspirant. Et à l'inverse, moi, j'espère inspirer aussi des filles plus jeunes, tu vois, que ce soit en équipe de France ou dans d'autres domaines ou par le métier de guide ou quoi que ce soit. C'est un transfert au bout d'un moment, quoi. Et justement, en parlant de transfert, on a parlé un peu des références tout à l'heure. Là, tu reviens assez naturellement. Vous avez le sentiment, parce qu'en plus, bah voilà, vous avancez en âge, voilà, d'être aussi... du fait d'être un peu exposé ou d'avoir des projets de plus en plus ambitieux, d'être visible en tout cas de plus en plus, d'avoir une forme d'image de référent pour d'autres et de devoir transmettre des valeurs autour de vous du fait que vous êtes à la fois des pros de ce métier-là, mais aussi un peu visible et public, toute proportion gardée. Allez, vas-y. Ok. Oui, moi je le ressens un petit peu, mais c'est cool. Enfin, en vrai, du coup, je me dis que je peux essayer de transmettre des bons messages. Et en fait, c'est une opportunité de te dire, bah ouais, non, enfin, tu peux véhiculer des convictions, des valeurs qui sont propres à toi et qui sont peut-être pas partagées, mais du moins des expériences vécues comme... Je reprends des exemples dont on a parlé, tu vois, que la recette de réussite, il n'y a pas qu'une manière d'y arriver. Moi, j'ai trop envie de le mettre en exergue. Le fait que tu viennes de Paris et que tu puisses complètement choisir la vie que tu veux mener, à condition que tu aies de la motivation, que tu aimes bosser. Mais en fait, voilà, je trouve ça cool, en fait. Ça, c'est des opportunités de te dire, voilà, après être exposé, parfois, il y a des points négatifs, mais bon, on n'est pas des rockstars non plus. Enfin, moi, ça va quoi. Non, c'est vraiment plus le côté, voilà, des valeurs à transmettre dans tes contenus. T'es exactement dans ce que j'avais en tête, ouais. Et toi, justement, par exemple, si on prend ton film ou même d'autres projets, est-ce qu'il y a autre chose que l'envie de faire ce projet-là parce que la voix était belle, parce que l'équipe, les femmes, il y avait une belle histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière de toi que tu veux transmettre à travers ça?
Alors moi, je sais pas si personnellement j'ai envie d'inspirer, mais au travers des images, Mmh. j'essaye de donner envie et de... Ouais, en fait, si, Tu ça vois? inspire un peu. Mais, mais c'est au travers de mes images, ouais. Ouais, bien sûr, mais justement, le but, c'est ça, c'est que tes contenus, ils transmettent l'idée, c'est de dire: «Bah, venez, grimper, osez grimper, Venez venez grimper, découvrir comme c'est beau». venez dans ces endroits uniques qui sont magnifiques, venez voir cette verticalité, venez voir... Enfin, oui, oui, Puis toi, en l'occurrence, c'était que des nanas dont on filme, Ouais. du coup, donc que des nanas peuvent faire une voix comme ça en mettant les moyens. Vous étiez qu'une équipe de nanas, donc Ouais. ça aussi, c'est C'est ça, c'est hyper. dingue. Waouh! Oui, C'est oui, super. effectivement, de faire ce film de ce point de C'est vue-là, pas par c'était... hasard. Non, c'était pas tant par hasard. En fait, après, il y a quand même une promiscuité hein, de vivre sur un portaledge pendant 4 jours. Donc, tu es plus à l'aise en étant qu'entre femmes. Voilà, Voilà. t'es aussi plus à l'aise qu'entre femmes. Ouais. Mais ouais, je pense que le message, en gros, du film, il n'est pas tant basé sur la performance, même si c'est une performance en tant que telle, mais plus de relations de cordée et de liens forts entre nous trois. Et voilà. Donc, voilà, tu vois qu'il y a des valeurs que tu veux transmettre. Ouais, oui, oui. C'est moins facile d'être devant la caméra que d'être derrière. Est-ce que vous auriez un mot ou une image qui pourrait traduire votre relation à la montagne? Allez. J'ai plein de C'est pièges, je ne dimanche vous ai pas matin, partagé les Mathilde. questions avant, je le sais. Non, enfin moi je sais pas, la montagne c'est viscéral en fait quoi. Je sais pas. Ok. Là, encore une fois, il y a plein de gens qui peuvent te demander, ou même pourquoi tu cours, pourquoi tu fais de la montagne. Ouais, je sais pas, c'est des ressentis, c'est hyper viscéral. Tu pourrais, ou pourquoi, tu sais, parfois c'est pourquoi t'aimes quelqu'un, pourquoi tu l'aimes. Mais je sais pas, c'est juste ce que c'est pas parce qu'il est là. Non mais tu C'est vois, chimique. c'est chimique en Ouais, fait. c'est chimique. Chimique, peut-être Il y a, chimique. voilà. Non, mais viscéral et chimique, on en a deux, mais c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est un peu pareil que toi, en fait. Ouais. Il y a un besoin Il y a un profond. besoin profond d'aller en hauteur, ouais. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau, la montagne. Et du coup, vous arrivez à ne pas être en montagne? Qu'est-ce que vous faites quand vous y êtes pas? Ouais, franchement, j'y arrive bien, ouais. Encore une fois, par ce problème d'aimer plein de choses, j'aime aussi plein d'autres choses à côté de la montagne. Et j'ai pas envie d'être monobloc dans un truc. Et je crois que j'ai conscientisé aussi assez vite le fait que tout pouvait s'arrêter, notamment une mauvaise blessure, un machin. Ça peut très vite s'arrêter, donc j'ai vraiment à cœur de garder d'autres choses à côté. Je peux te donner des exemples, je sais pas, culturels, autres. J'adore aller en ville, tu vois, parfois. Je fais des petits city trips et tout. Non, mais j'adore. Je vais à Paris, je reprends ma petite dose de Paris. Ouais, grave. Mais même avoir des potes qui sont pas du tout dans le milieu, pas être monobloc, pas sans cesse parler que de ça. Moi, c'est hyper important d'avoir cette ouverture d'esprit. Et on vit dans un petit microcosme, dans une petite bulle d'hyper privilégiée quand tu fais de la montagne. Et c'est pas la vraie vie. Enfin, je veux dire, voilà, encore une fois, j'ai vécu à Paris, je sais la différence de vie entre les deux. Et pour moi, c'est important de quand même garder les pieds sur terre, quoi. Donc ouais, il y a d'autres choses à côté de la montagne. Ce que j'avais en tête, il y avait aussi ton implication dans ta commune, ton implication en tant que pompier volontaire. Je trouve que c'est des choses en plus impliquantes. Ouais, c'est important de redonner. Alors là, j'ai mis un peu en stand-by les pompiers parce qu'encore une fois, compliqué de tout faire. Mais c'est hyper important pour moi de redonner à côté aussi parce que c'est des vies, quand tu es athlète pro et tout, qui sont assez égoïstes quand même. Tu es vachement centré sur toi. Ou même quand tu es dans des pratiques montagne, hein, c'est pour juste ton petit plaisir en tant que tel. Donc voilà. Donc oui, important de redonner à côté et ça met un peu, ça contrebalance un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas ni derrière l'objectif, ni en montagne? Ouais, c'est difficile de faire autre chose, mais j'adore les expositions, enfin tout ce qui est culturel. Moi, je me nourris aussi beaucoup des images des autres, donc je vais beaucoup voir des expositions, tout ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, C'est déjà pas mal. De toute façon, ça t'inspire forcément. Ouais. Parce que j'avais aussi en tête le côté très collectif, toi, que tu as abordé assez tôt dans notre échange. Tu as besoin d'avoir des amis autour de toi, d'être entouré. La montagne, ça se partage. Et toi, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure par rapport à l'accordé dans le film. Et ça, c'est super intéressant parce que je me posais la question de si, dans ton métier à toi, cette notion de crew, quelque part, de collectif, pouvait avoir la même place que quand on était athlète, parce que finalement,
pour moi, j'ai le sentiment que ce soit photographe ou réalisateur, tu es derrière ta caméra, tu es dans ton monde, tu es dans ton projet, dans ce que tu veux capter. Il faut que tu sois avec... Enfin, tu es centré sur toi, de mon point de vue, peut-être un peu plus que quand on part en groupe et en cordée en montagne. Mais sans doute que comme je suis ni photographe, ni alpiniste, je me fourvoie, mais... Ouais. Alors, en photo, quand tu pars pour un shooting en photo d'escalade, dans tous les cas, il faut que ce soit une équipe. Donc, il faut des assureurs, des grimpeurs. Et c'est mieux quand on est plusieurs. Et alors, en vidéo, en réalisation, forcément, il faut une équipe. Tout seul, tu peux pas faire tous les métiers à la fois, quoi. C'est trop compliqué. Déjà, juste la captation vidéo, c'est un métier, mais après, le son, le traitement image, c'est énorme. Donc, travailler en équipe avec des gens que tu connais bien, c'est bien. Un peu comme toi. L'alpinisme, c'est des sports solo, très collectifs. Ouais, c'est drôle parce que du coup, pour avoir bossé ensemble sur un projet, donc projet Mont Blanc, mais c'était trop bien, mais c'était trop chiant parce que par exemple, l'équipe donc média, donc Mel qui faisait la vidéo, Adri qui faisait les photos, Philippe qui gérait tout, les photos et le machin. Bah tu vois, après le record, moi j'avais envie de faire un gros barbecue avec tout le monde, tous les potes réunis, et en fait eux, ils étaient sur leurs ordi en train d'éditer ou je ne sais quoi, et ils étaient tous les trois, pam pam, ça allait dans tous les sens. Et je disais mais venez boire un coup, mais non Élise, faut que ça se fasse et tout. Et tu sentais vraiment qu'ils bossaient ensemble et que chacun avait sa petite mission et tout. Et eux, ils étaient connectés entre eux, mais toi t'étais pas du tout. T'étais Alors, pas moi, je comprenais rien, j'étais amalée. Allez, non, faut qu'on reste focus. Et donc, du coup, ils ont trop pas. Enfin, si vous avez trinqué une coupette avec nous, mais tu vois, chacun avait son taf faut le faire tant à que c'est faire. chaud, j'imagine. Pardon ? Faut le faire tant que c'est chaud. Ouais. Puis là, il fallait aller vite, quoi. Parce que fallait que ça soit posté dans la... C'est Philippe qui mettait la presse. Non, mais je pense qu'après, c'est intéressant de le faire rapidement parce que c'était le cas. C'était un record. Donc, nous, derrière, les images, il faut qu'elles sortent aussi rapidement, quoi. En fait, capitaliser. Toi, c'était fait. Ah bah ouais, ma mission était... Non, mais il fallait capitaliser et je me suis complètement reposée sur eux. C'est-à-dire que j'ai rien fait. Non, mais c'est pour ça que d'avoir une équipe derrière, c'est incroyable parce que je suis complètement reposée sur eux. Ils ont fait un taf de dingue et l'effet boule de neige que ça a fait derrière. Pourtant, je pense pas que... Enfin, c'était pas du tout voulu de notre part ni de votre part de pousser le truc, mais ça a fait effet boule de neige parce que, je sais pas, peut-être parce qu'il y avait aussi de la sincérité, de l'authenticité dans le truc et c'était cool et voilà, ça c'est... Puis je pense que comme c'était collectif, t'avais prévu le projet en impliquant plein de gens différents, t'avais une énergie, mais c'était dingue. Franchement, moi, j'ai jamais vécu un truc aussi fort en équipe. On était juste là pour toi. On était à fond. Ouais, moi, c'était là à 2h. À 2h, je suis venue chez toi à 2h30, 3h. Du matin ? Ouais, 2h30, t'es venue à la maison. Ouais. Du matin ? Ouais. Bien sûr. Oui. Après quelques tractions. À 2h30 du mat, je vais voir Élise se réveiller. Je la prends. Allez, c'est parti. Tac. Après, on arrive. Là, il y a déjà les copains qui arrivent. Ok, c'est bientôt le départ. Moi, je filme un peu. L'énergie, c'était fou. Ouais, puis c'était cool parce que ça s'est organisé. Je sais pas si tu veux qu'on en parle, Mathilde. Mais tu parles de tout ce que tu veux. C'était un truc que j'avais réfléchi. J'y pensais il y a quelques années. Ça s'est conscientisé 6 mois avant et puis ça s'est organisé 4 jours avant, clairement. Et 4 jours Non, mais c'est le créneau météo. Créneau météo. Oui, mais c'était 4 jours avant, mais tu l'avais déjà prévu. Donc moi, tu m'avais prévenu 2 mois à l'avance. Peut-être un jour, au mois de mai, j'irai faire quelque chose. Je vais te demander de tout lâcher. Voilà. Mais c'était ça, c'était organisé, mais vraiment 4 jours avant, je les ai appelés, je leur ai dit bon, ok, dans 4 jours là, faut être dispo. Et ils ont tous répondu présent. Et il y a une synergie là qui s'est orchestrée entre tout le monde et c'était incroyable, quoi. Ça doit être hyper grisant. Là, je pose vraiment la question à toi, déjà, waouh, ils sont tous là. Ouais, et en fait, je pense que c'est ça qui me rend le plus fière dans ce projet-là, parce que la performance sportive, elle peut être vraiment relativisée dans le sens où il n'y a pas grand monde qui le tente ça. Oui. Voilà. Ouais, mais par contre, moi, je suis hyper fière dans le process de tous les potes étaient là et se sont trop bien organisés. Et c'est comme si ça devait arriver, tu vois. Je sais pas, ce jour-là. Je sais pas, il y avait une énergie vraiment particulière. C'était ouf. Ouais. C'est chouette. Bon, après, généralement, on est entouré des gens qu'on mérite. Hop, petit compliment au passage. Non, mais voilà. Voilà. Non, mais on a rarement ce genre d'énergie si on pour recevoir. Enfin, quand on rayonne, on a de meilleures chances que de faire rayonner en retour. Donc, c'est plutôt chouette. Merci. Donc, bravo, on le ressent là. Petite boule de feu qui renvoie de l'énergie et de la chaleur.
Avant de se quitter, puisqu'on est presque arrivé au bout, je me demandais justement, après toute cette énergie, toute cette chaleur, tous ces succès, quels sont les projets des semaines à venir pour toutes les deux? Toi, j'ai une petite idée, vite fait. On va commencer par Mélanie quand même. Du boulot. Boulot. Ouais, non, mais des choses concrètes, il y a un projet de film, de shooting, là, des collabs sur des magazines, des choses comme ça. jusque début septembre, j'ai du boulot, mais avec l'office de tourisme. Voilà. Très bien. Et non, ouais, j'ai pas de projet très très précis pour l'instant parce qu'à l'automne, je vais partir en formation et pour de la photo à Arles. Voilà. Donc du coup, focaliser sur toi. Ouais. Monter en compétence. Mais tu nous as interrompu dans notre discussion tout à l'heure sur la Pourquoi terrasse, parce que j'étais en train justement de lui proposer un nouveau projet pour l'automne. Tu vois, t'inquiète qu'elle va pas s'emmerder à l'automne. Je savais que j'avais interrompu quelque chose d'assez... Elles étaient lancées, mais il fallait que je les... Non, mais ouais. Je n'interromps pas tout le temps. Non, t'inquiète. Mais je vais la solliciter pour un nouveau projet, je pense, l'année prochaine ou cet automne, fin de l'automne, enfin bon, bref. Et, il y a des choses qui se profilent pour 2026, toutes les deux. Ouais, cool. Je pense. Et, autour du trail, de la montagne, des deux. De la course en montagne. Ouais, un peu un mix des deux. Parce que du coup, c'est indissociable maintenant, apparemment. Donc voilà. Et à court terme, ça va être dur, mais je vais tenter de remettre un dossard dans 2 semaines, là, 10 jours. Non, c'est pas 2 semaines, ouais. Merde, 10 jours. 10 jours. Ouais, 10 jours. Sur l'ETC, le 15 km du coup, de l'événement UTMB. En vrai, je suis hyper contente parce que c'est la première fois que je fais une course de l'UTMB. Ouais, j'ai jamais couru sur l'UTMB. Et en fait, c'est marrant parce que moi, depuis que je fais du trail, et j'ai connu mes parents qui ont couru toutes ces grandes courses, je les ai vus, etc. Mais il y avait toujours que des longues distances. Et là, ça fait 3 ans qu'ils ont créé ce 15 km, qu'ils nous ont pondu ce 15 km. Et parce que j'étais là, mais pourquoi ils font que des longues distances? C'est pour toi. Hein. Enfin, mais donc, du coup, il faut absolument que j'y aille. Tu vois, au bout d'un moment... tu vois, j'ai brassé, j'habite à côté, donc il faut que j'y aille. Même si, j'avoue que la préparation, vous l'avez bien compris, laisse à désirer pour cet été. Mais il faut remettre le pied à l'étrier à un moment, c'est important. Le parcours est hyper beau, je suis allée le reconnaître. Voilà. Franchement, objectivement, je vais vraiment pas performer, mais c'est pas très grave. On a le temps pour ça. Et voilà, ça va être cool. Mais il faut quand même s'entraîner. Quand même un peu s'entraîner. Ouais. Mais là, je finis ma liste quand même pour le guide pour l'année prochaine parce que la liste a changé. Du coup, j'avoue, franchement, là, c'est pas pour être modeste et tout, mais là, l'entraînement, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu passes 10 heures en haute montagne. Là, après notre interview, je vais essayer d'aller faire une séance de qualité, une séance d'intense en côte. Mais voilà, hier, j'ai passé 10 heures en montagne à presque 4000. Bah, je suis quand même fatiguée. Tu peux pas. Voilà. Mais bon, je vais quand même essayer de donner le meilleur et puis on verra. Bah, parfait. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir les résultats la semaine prochaine, de voir ce que donne le projet de l'année prochaine après ta formation. Ouais. En tout cas, merci infiniment pour cet échange. C'était vraiment un très très bon moment partagé. Et puis, je vous dis du coup à très bientôt. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et voulez être sûr de ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Ne vous privez pas non plus de partager autour de vous. Je vous mets la liste des thèmes abordés et un maximum de liens en description. Cet épisode a été produit par Hold Up Agency et réalisé par Mathilde Lenné. Montage et sound design Homework Studio. Illustration Mathieu Forichon.